le fait d'avoir quelques minutes de décalage compte tenu de la méthode que nous avons, qui est une méthode de distance, c'est une grande satisfaction de vous accueillir pour ce premier ou ces premiers regards croisés Excelia. Regard croisé, ça signifie qu'on va échanger les uns et les autres. Et regard croisé, c'est le fait de permettre aux professionnels que vous êtes 5 ici, et à un chercheur de l'école d'avoir des échanges, de vous entendre les uns les autres. Somme toute, Excelia, nous sommes au cœur de ce pont, ce pont, on va dire, de cette grande avenue, puisque nous avons de notre côté des chercheurs qui sont évidemment enracinés dans l'académique, sinon ils ne seraient pas chercheurs dans Excelia, mais qui ont une volonté, une ambition, une détermination très pratique, très concrète. Ici, les recherches que nous pouvons faire ne sont pas des recherches dans les nuages, ce sont des recherches pour lesquelles on est toujours en train de mesurer, de rechercher de l'impact et des connexions avec les entreprises. Et d'ailleurs, vous étiez, Imed et Eva, vous vous connaissiez, donc vous aviez déjà travaillé sur quelques sujets. Mais un pont entre Excelia et puis les professionnels que vous êtes. Et c'est une grande satisfaction de vous accueillir aujourd'hui. Vous êtes dans l'école, vous êtes souvent dans l'école où on vous rencontre. On vous rencontre parce que vous accueillez nos étudiants, on vous rencontre parce que peut-être vous participez à des cérémonies de remise de diplômes, peut-être même bien que quelques-uns sont des anciens élèves de cette maison. Donc ça veut dire que vous la connaissez bien. Et le fait d'instaurer, d'initier ces regards croisés qui auront évidemment des petits frères et des petites sœurs un petit peu plus tard, parce que l'objectif, avec la grande bénédiction de la direction générale de l'école, c'est d'aller toujours vers une accélération, un renforcement, un élargissement, un approfondissement de ces contacts entre les uns et les autres. Donc, premier regard croisé, et c'est aussi pour moi un moment tout à fait opportun de saluer les uns et les autres. Thierry a beaucoup travaillé avec ses équipes, mais de saluer les uns et les autres qui ont bien voulu nous accompagner sur le sujet. Alors, on a choisi comme premier sujet, on a choisi quelque chose qui tournait autour de la crise. Est-ce que j'ose dire que les prochains regards croisés, ça sera plus la crise et quelque chose, mais ça va être un sujet qui sera un sujet infiniment plus général? Je n'en suis pas complètement sûr, ça dépend. Si on le fait avant le 8 mai, eh ben, ça risque d'être encore la crise. Si on le fait à partir du 17 mai, eh bien, ce ne sera plus la crise parce qu'on sera revenu devant un next future. Mais comme on ne sait pas très bien ce que sera le future, en tout cas, il sera next, mais on ne sait pas très bien ce qu'il y aura de caché là derrière. Merci aux uns et aux autres. Comme nous avons tous eu une invitation, ça signifie que on ne va pas passer beaucoup de temps à vous présenter, mais c'est quand même, c'est pas un plaisir, mais c'est un devoir d'élégance, sans vous demander aux uns et aux autres de vous présenter longuement, de saluer Caroline Sorlu qui est chez Fontaine Pajot. Je vous prends dans l'ordre que j'ai sur l'écran. Imed Benasre qui est un prof dans le domaine du marketing chez nous. Eva Brochet qui est dans la banque puisqu'on a le Crédit Agricole. Sylvain Morin qui est Thalasso Île-de-Ré. Et on va échanger évidemment sur tous ces différents sujets. Christophe Badcap qui est, oui, c'est lui l'ancien élève en tout cas, et puis qui est le patron de Connexion, donc une plateforme de mise en relation. Et puis Loïc Dariol, boulanger, donc dans le domaine du retail. Voilà, on ne fait pas plus de présentation que ça. À un moment donné, vous allez mettre de la chair dans les questions qu'on va se poser. Alors, le sujet qu'on a choisi, le sujet, c'est et les clients. Et les clients dans cette période, dans la période d'aujourd'hui. Pour reconnaître que à partir du 17 mars, souvenez-vous, du 17 mars 2020, on était tous un peu différents. Et bien finalement, dans tout cela, il y avait nos clients. Alors nous, on a des clients comme étudiants, bien sûr, et puis on a des clients aussi comme les entreprises, mais vous avez vos clients. Donc on a pris comme sujet, pour les uns et les autres, on a pris, alors, qu'est-ce qu'il en est de vos clients au moment de la crise? Et je vous propose, Loïc, on va commencer avec vous. Le retail, ce que vous faites, Boulanger, c'est une enseigne que tout le monde connaît, une enseigne présente évidemment dans toute la France, avec bien évidemment plein de gens qui doivent être vos clients qui sont en train de nous écouter. Donc, Loïc, de manière simple, vos clients, qu'est-ce qui s'est passé
parce qu'il y a eu plusieurs périodes. Qu'est-ce qui s'est passé le 17 mars? Qu'est-ce qui s'est passé un peu plus tard lorsqu'ils sont un peu revenus? Et puis ensuite, et puis ensuite, et puis aujourd'hui. Est-ce que les clients d'aujourd'hui, de cette période-là, ont été profondément différents de ceux que vous connaissiez? Alors oui, en faisant le parallèle avec ce qui va se passer ce week-end et la semaine prochaine, on a l'impression de revivre ces mêmes moments-là. Donc, on va dire qu'on a des clients et on sait comment ils vont se comporter. L'année dernière, on a été salué sur le fait qu'on restait digitalement ouvert, créer une relation digitale avec nos clients qu'on avait déjà auparavant, mais avec un niveau bien supérieur. Donc, il y a un lien qui s'est fait avec le digital et on avait déjà conscience que c'était un moment important. Mais là, encore plus, quand vous avez un pur retail fermé, il n'y a que le digital qui peut vous aider à créer du commerce. Donc, on s'est inspiré de ça. Et puis, pour revenir dans le côté citoyen, là, on a réouvert au 11 mai, il y a un vrai soulagement des clients de nous revoir dans nos métiers parce qu'on représente le quotidien du citoyen au quotidien sur l'aménagement de la maison. Et comme on était enfermé à la maison, il y avait pas mal d'outils que vous aviez à la maison que l'on distribuait. Donc, on a été salué sur le fait qu'on restait ouvert en drive ou en parking pour pouvoir se dépanner sur tous les outils et les produits électroménagers. Et j'ai des souvenirs d'émotion sur les premiers clients qui ont mis les pieds dans le magasin avec toute la première partie sur je porte le masque, je ne le porte pas, où il y a eu un vrai travail de pédagogie et vraiment beaucoup de bienveillance des visiteurs en magasin qui faisaient vraiment attention à eux, d'abord parce que c'était la première fois qu'ils sortaient de leur maison, pour certains depuis quasiment c'était une sortie de marmotte d'une tanière, en fait, les premiers moments. Donc, c'était très bienveillant, c'était très agréable, ça a créé du lien. Ça a été un moment de grâce. Je dis ça parce qu'il n'a pas duré bien longtemps, mais en tout cas, ça a été un moment de grâce où on a eu beaucoup de remerciements sur le fait d'avoir repris l'activité en présentiel, comme on pourrait le dire sur les conférences que l'on a maintenant. Mais comme notre ADN, c'est d'avoir un magasin et créer de la relation client en magasin, on a été salué sur le fait qu'on était de nouveau ouvert et on a pu reprendre une activité très rapide et très importante dès la réouverture jusqu'à la période estivale. Alors quand je dis ça a duré un certain temps, on a cru que ça durerait plus longtemps que ça. Assez rapidement sur la période estivale et à la rentrée, il commençait à y avoir un peu de frustration du citoyen sur toutes les décisions qui étaient prises. Alors je ne vous raconte pas, il y a 2 jours, dans quel état étaient nos clients et je pense que c'est un constat qu'on fera tous sur le fait pour certains de s'ennuyer à la maison, d'autres d'avoir un surcroît d'activité, d'autres d'avoir un manque de lien, que ce soit amical, familial, mais nous, on a un manque de lien par rapport à nos relations clients. Et la relation a un peu changé sur la notion de grave. Qu'est-ce qui est grave aujourd'hui? Dans la notion qu'on peut avoir, ce qui est grave aujourd'hui, c'est ce qu'on vit tous, hein, c'est le décompte qu'on a tous les soirs. Et quand vous avez un aspirateur en panne, est-ce que c'est grave? Ben maintenant, avec le nouveau critère que nous avons, ben, c'est pas grave, on a toujours une solution. Alors, c'est moins grave d'avoir une panne d'aspirateur que de vivre ce que l'on a en ce moment, mais pour un client, quand vous êtes en panne d'aspirateur, quand vous avez investi de l'argent dans cet aspirateur-là, il y a une solution à trouver. Bon, l'avantage, c'est que des solutions, on en trouve toujours. Et ce qui a changé, c'est que dans la relation, dans la gravité de l'énervement, de c'est pas normal, c'est pas bien, je peux plus passer l'aspirateur chez moi, eh bien, il y a un ton qui redescend et finalement, ce qui a beaucoup changé pour répondre à la question, c'est qu'il y a une forme de tolérance, de compréhension sur le délai des réparations, sur le délai pour obtenir une pièce, puisqu'on est aussi sur des nouvelles notions de réparabilité. Donc voilà ce qui a un petit peu changé, c'est qu'il y a un ton un peu plus en deçà maintenant il est en panne, c'est gênant pour moi, mais ce n'est pas grave dans la situation dans laquelle on est. Donc des clients, une évolution. Juste un mot sur les personnes dans le magasin, parce que le travail, notamment, ça consiste à le parcours client, l'expérience, l'accueil, SBAM, hein, comme on dit, sourire, bonjour, au revoir, merci, etc. Comment ça s'est géré avec votre personnel? Ça devait être horrible de perdre ce moment-là. Alors, toute la période où on était fermé, on avait toute une population qui était à domicile, mais on avait toute une autre population logistique qui était en contact client. On avait du contact pendant le drive parking que l'on mettait en place, mais ce qui a manqué effectivement pour nos vendeurs, qui sont on va dire les princes de la relation client, puisque c'est quand même la base de leur métier, de savoir dire bonjour, de savoir saluer,
et de plus en plus remercier son client. Je pense qu'une chose qu'on a gardée, c'est remercier la visite de quelqu'un. Quand on reçoit quelqu'un à la maison, on le remercie d'être venu. Eh bien, c'est ce qui est resté aussi. On remercie nos clients de venir nous voir, parce que c'est pas simple non plus de se déplacer à l'époque de l'attestation et des couvre-feux. Donc oui, il y a une frustration des collaborateurs qui avaient ce manque de contact quotidien, mais il y avait une forme de joie de vivre et de bien-être parce qu'ils étaient dans un confort financier qui a fait qu'ils ont pu se permettre d'être bien dans leur basket en magasin. Alors, dis donc, vous parlez de bienveillance de la part des clients. Je ne sais pas, il y aurait des clients qui seraient venus chez vous avec une bouteille de champagne pour vous remercier d'ouvrir? Alors, pas exactement. On était certes ouverts, mais j'ai une anecdote effectivement sur un client qui est revenu nous offrir 3 bouteilles pour simplement avoir passé un bon moment au magasin, pour remercier son vendeur, qui s'appelle Bruno en l'occurrence, parce que le client a trouvé ce qu'il voulait, parce qu'il a été gentil avec lui. On vous a perdu là. 15 minutes à Monsieur trouver son Castelli, bonheur. vous êtes gentil de couper votre caméra, s'il vous plaît. Oui, allez-y, Loïc. Et donc, quand le client est venu ramener le lot de 3 bouteilles, effectivement, le vendeur était surpris, parce que ce n'est pas courant dans un magasin de remercier son conseiller. Mais ça a été une belle surprise. Tout le magasin était forcément au courant quelques minutes après. Et bon, je ne vous cache pas qu'on ne s'est pas privé à un moment donné pour faire honneur au cadeau que le client nous avait offert. Très bien. Eh bien, écoutez, pour vous que ça dure, comme disait la maman de Napoléon. Hein. Eva, alors, vous êtes le retail, ben, vous le connaissez parce que vous devez avoir des clients. Mais donc, alors, vous avez à la fois les clients organisations, vous êtes en B2B, B2C. Donc, de votre côté, vous disiez que, ben, évidemment, vous êtes passé en complètement digital. Mais là aussi, comme tout le monde, un peu différemment de ce que l'on a dans le commerce, mais vous avez ce contact client, cette nécessité. Et vos clients, alors, ils sont arrivés, comme ils étaient hyper inquiets, je ne bouge plus, le digital me permet finalement d'avoir autant de relations, finalement j'ai toute l'information. Comment vous l'avez ressenti, ce moment terrible? Alors, en fait, j'espère que vous m'entendez bien, mais on a une spécificité dans la banque et sûrement une chance en cette période, c'est qu'on a été classé, un nouveau terme, on nous a appelé les OIV, les organismes d'intérêt vital. Donc, effectivement, les banques sont restées ouvertes pendant la période. Donc, on n'a pas forcément vécu la même contrainte de fermeture des magasins physiques, alors même que nous sommes des commerces de proximité. Donc, c'est un peu différent. Pour autant, forcément que nos clients, aussi par inquiétude, par crainte, nous ont plutôt fréquentés en digital, à distance. Donc oui, comme beaucoup, on a vécu cette période fortement en digital. Juste en préparant l'intervention pour aujourd'hui, j'avais essayé de réfléchir autour de 3 temps parce que, avant de parler de nous, j'avais envie de m'arrêter sur ce qu'on a pu comprendre et ce qu'on a pu vivre en tant que Français, en tant que citoyen et ensuite en tant que consommateur. Et donc, je me suis d'abord interrogée sur, nous, on a tous découvert un nouveau mot qui s'appelle la distanciation physique. Moi, franchement, c'est un terme que j'ai découvert avec la crise. On a eu l'obligation de rester à distance. Et donc, il a fallu entreprendre des relations à distance, à la fois avec nos proches, être en relation avec nos proches, le à distance pour travailler, le à distance pour étudier, le à distance pour consommer. Et donc, on a quand même trouvé là quelque chose d'assez particulier qui, du coup, a accéléré une digitalisation finalement de nos contacts. Et j'ai envie de me dire qu'on a tous fait un grand saut de compétences contraint finalement, mais c'est souvent comme ça que le changement se conduit le plus rapidement. Est-ce que tout à fait au début, pardonnez-moi, vous avez pu à un moment donné vous dire oh, on n'y arrivera jamais? Alors en fait, ce qui s'est passé, on va dire qu'il y avait un vrai sujet technique dans nos métiers, et je vais vous dire 2 éléments. Le premier, c'est qu'on était techniquement prêts parce qu'on a eu besoin, pour des raisons de relocalisation de nos sites, de tout passer en dématérialisation, et puis on est adossé à un groupe solide, donc on a des moyens numériques importants. Mais j'ai envie de vous dire qu'une fois que la technique est là, on n'a rien fait quand on est sur nos métiers à nous de relations, de proximité, de contact. Et donc en fait, techniquement, on était prêt. Donc au 17 mars, on était prêt pour dire on reste ouvert. Mais on a eu un petit peu d'inquiétude en se disant est-ce qu'on va réussir à gérer nos clients dans ce moment difficile? Et c'est là où on a pu compter sur l'engagement de nos collaborateurs. Et j'ai envie de vous dire, ils ont tous découvert, mais je pense comme les clients,
que cette notion de proximité qui nous est chère, finalement, on peut être proche à distance aussi, parce qu'on a réussi à entretenir cette relation, y compris à distance. Et ça vous a un peu étonné, le fait que les clients se mettent au digital aussi vite, ou pas? Alors, en fait, on a depuis longtemps des clients qui sont appétents au digital, qui nous consomment comme ça et qui sont beaucoup là-dessus. D'autres l'ont été par contrainte. Finalement, non, pas tant de surprise que ça, mais c'est vrai que il faut qu'on accepte de sortir des poncifs de l'âge ou du parisien versus la province. Il y a longtemps qu'on n'est plus là-dessus et je trouve que cette crise nous l'a vraiment révélé. Quand on regarde par exemple les consommateurs des drives et de tout le système de livraison alimentaire, les plus de 60 ans sont de plus en plus des gros consommateurs. Donc vraiment, on n'avait pas d'a priori des clients qui avaient l'habitude du digital avec nous, d'autres qui apprécient particulièrement de venir nous voir en agence. Ceci étant, avec cette période et nos canaux à distance, oui, l'ensemble de nos clients a pu être en relation avec nous à distance. Donc voilà, honnêtement, on était rassurés sur la technique, mais on ne savait pas comment on allait pouvoir garder cette intensité et cette intensité de la relation qui fait un peu la marque du Crédit Agricole sur le territoire. Donc, Une prévision pour la suite, vous pensez que, je parlais tout à l'heure du Next Future, vous pensez qu'on ne repartira jamais complètement en arrière, c'est absolument évident. Qu'est-ce qui va rester si on essaie de faire des prévisions? Ça va rester quoi, la même proportion de digital et de présence ou pas? Alors, je n'ai pas de boule de cristal. Je pense qu'il y a plusieurs sujets en après-crise. Il y a, OK, tout ce qui va concerner exclusivement la partie digitale. Et là, il y a quelques enseignements. Encore une fois, l'âge, les gens ici sont essayés, ont apprécié. Donc, je pense que ça va continuer. Peut-être pas aussi fort, mais en tout cas, dans une certaine mesure. Je pense qu'on a assisté au boom du smartphone. On était beaucoup encore à s'interroger sur il y a Internet, il y a les PC, mais en fait, on se rend compte que c'est le smartphone qui a le plus pris sa part dans la consommation de produits alimentaires, dans la consommation de produits plaisir, et y compris au niveau de la banque. Le troisième point, je pense qu'on est obligé de se dire que les canaux ne sont pas étanches les uns avec les autres. Ça fait plusieurs années qu'on parle d'omnicanal sans vraiment lui avoir trouvé une existence et une consistance. Je pense qu'avec cette période, on vient de se rendre compte que l'omnicanal et le fait que les canaux ne soient pas étanches est une réalité. Voilà, il y a des chercheurs avec nous donc, qui sauront mieux le dire que moi, mais quand on regarde les études, on voit que beaucoup de consommateurs commencent un parcours en ligne, le terminent en magasin et bien souvent ont vu une promotion sur un prospectus. Donc tout ceci fait que voilà, on est vraiment dans l'omnicanal et je pense que ça, c'est une réalité forte. Donc ça, c'est, on va dire, les premiers constats à date. Mais nous, ce qu'on est en train de se dire, là, on essaye alors à notre niveau, mais de prendre du recul sur les enseignements de la crise. Moi, j'avais préparé la séquence en me disant, il y a 3 enseignements forts pour nous. Le premier, c'est que les gens qui ont été arrêtés pendant cette crise, ils sont restés chez eux, ils ont été forcés finalement de réfléchir un peu sur eux-mêmes, sur leur façon de consommer et sur les marques qu'ils achètent. Et donc, je suis persuadée qu'on va rentrer dans une ère où le consommateur va être de plus en plus exigeant, avec un œil aigu qui va s'affirmer de plus en plus dans les années à venir. Et ce que ça me fait dire, c'est qu'il va moins choisir ses marques en fonction de ce qu'elles vendent et plus de ce qu'elles sont. Et donc là, je trouve qu'on a quelque chose autour d'une opportunité à saisir pour les marques, ou peut-être un risque pour certaines, c'est que de 2 choses l'une, soit on a une raison d'être qu'on arrive qui est adossée à des preuves et donc avec une communication authentique et sincère, le consommateur saura qui on est et pas uniquement ce qu'on vend. Donc une raison d'être qui est adossée à des preuves et qui est donc authentique. Soit beaucoup de mots, beaucoup de paroles, mais finalement pas d'actes, qui fait que les raisons d'être vont apparaître pour certains superficielles. Et là, je pense que ça met les entreprises face à une logique de responsabilité sociétale et environnementale avec des preuves. Ça, c'est le premier enseignement que moi, je ressentais. Le deuxième, juste, je continue parce que je trouve que c'est intéressant. On en a parlé de digitalisation. Ça fait plusieurs années qu'on parle d'infobésité. Et je pense que dans cette même continuité, cette période de digitalisation accrue nous met face à un hyper choix sur Internet. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'offres. Les consommateurs aujourd'hui, ils consultent 17 sites, ils font 4 comparateurs, ils vont scroller 10 mètres avec leur souris, pour finalement s'acheter une paire de chaussures. Et donc,
dans cet environnement de l'hyper-choix, presque de chaos, hein, certains sociologues parlent de chaos, finalement, ça se retourne un peu contre nos consommateurs. Et donc, en fait, pour moi, ils sont en recherche de repères. Et là, les marques, et notamment une banque comme la nôtre, on a un rôle à jouer sur ces repères. Quand on cherche des repères, il y a 2 réflexes qu'on peut avoir. Le premier, c'est regarder les avis des consommateurs pour se faire une opinion. Et le deuxième réflexe, c'est d'aller se retourner vers des marques en qui on a confiance. Et là forcément, on est assez content aujourd'hui quand on lit l'étude de l'IFOP qui vient de sortir avec la Fédération des banques françaises, qui dit que les Français ont vraiment confiance dans leur banque avec cette crise. Et donc, cette notion de confiance, pour moi, elle est cœur demain dans la relation client. Et donc, face à cet hyper choix, en fait, on a besoin en tant que marque d'apporter des solutions, à mon sens, de simplification. Et il y a 2 volets là-dessus. Le premier volet de simplification, c'est de faire plus simple sur le digital. Alors là, il faut qu'on se mette tous, et on y travaille nous tous les jours, à faire plus simple, plus clair, plus précis, plus pédagogique sur nos sites internet, sur nos applis. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième volet auquel on croit beaucoup, c'est que finalement, face à cette information et ce choix pléthorique sur le digital, il y a un vrai levier que les marques doivent saisir, c'est le relais humain sur le digital. Et typiquement, je vois là, on est en train de mettre en place, nous, ce qu'on appelle une boutique en ligne. Mais forcément, parce qu'on est au Crédit Agricole, sur la boutique en ligne, nos clients ont la possibilité, à chaque fois qu'ils le souhaitent, d'être contactés par nos conseillers de la plateforme de Stint. Parce que oui, encore plus vrai sur nos produits à nous bancaires, il faut avoir un accompagnement humain sur le digital. Et je pense que ça, c'est vraiment un deuxième enseignement qui est fort. Et le troisième, juste pour dérouler, parce qu'il y a une certaine logique dans ce que j'avais essayé de on viendra, ne craignez pas, vous aurez encore la parole. Hein. Ce n'est pas une question de crainte de parole, c'est que quand on essaye de construire une réflexion, je voulais aller au bout, mais vous me dites. Hein, si, non, allez-y. Non, vous avez 3 points. Vous nous avez dit 1, la raison d'être, 2, l'intérêt de la data, et puis le 3e. Et le 3e point, en fait, c'est que je pense qu'avec cette crise, finalement, c'est le contact humain qui a repris toutes ces lettres de noblesse. Et donc, en fait, je pense que, je peux le dire les propos ne sont pas de moi, mais typiquement, pour une banque comme la nôtre qui a proposé et accordé ce qu'on appelle des PGE, des prêts garantis par l'État, il n'y a pas une seule application, il n'y a pas un seul robot qui a accordé des PGE, c'est bien des humains responsables en proximité qui l'ont fait. Et donc, je pense que dans cette ère du tout digital à fond, poussée par la crise, en fait, on a redonné ces lettres de noblesse au contact humain. Je pense que nos consommateurs, ils ne veulent pas d'un digital qui est très intrusif et qui, en fait, est fait pour booster les probabilités de vente. Ils ne veulent pas non plus d'humains qui soient très, comment dirais-je, un peu robotisés par des entreprises qui apportent des procédures et des règles excessives. Là, on est convaincus que ce que veulent nos clients, c'est des humains, des hommes et des femmes responsables en proximité, qui vont être à l'écoute et qui vont savoir, par saine curiosité, par vraie sincérité, comprendre le besoin individuel de chacun et apporter des réponses en conséquence. Très bien, merci. En tout cas, vous nous donnez un scoop, hein, puisqu'on a bien compris que le crédit était donc dans la logique de s'inscrire dans les entreprises à mission. On a une raison d'être sans pour autant avoir besoin d'exprimer une logique à mission, mais on a une raison d'être. Il faut être attentif parce qu'en ce moment, il y a quelques entreprises à mission, en tout cas, raison d'être, qui sont particulièrement bien connues, qui ont eu quelques difficultés de gouvernance. Merci. La grosse différence, juste là-dessus, la grosse différence, hein, c'est que vous faites référence à une entreprise qui a des actionnaires. Nous ne sommes pas dans cet état-là, nous ne sommes pas cotés et nous, nos actionnaires sont sur le territoire. Donc, tout va très bien de ce côté-là. L'alignement. La dernière question tout à l'heure, ça sera « Et alors à La Rochelle ?» Très bien, merci infiniment Eva. Et c'était une belle construction et vous avez bien élevé les choses et puis vous montrez que, que les individus seront toujours présents. Imed, alors les chercheurs, ils ont pris… ils parlent que de Covid, hein, mais quand ils parlent de Covid, ils essaient de le replacer dans des logiques qui sont des logiques un peu lourdes. Quels sont les sujets aujourd'hui sur la relation clientèle avec la crise? Quels sont les sujets qui sont sur le podium aujourd'hui? Alors, comment répondre de façon exhaustive? En fait, les sujets ont évolué avec l'arrivée de Covid notamment et l'évolution de sa situation. Déjà, les principaux travaux qui sont intéressés au Covid lors du début de l'épidémie, c'est notamment l'achat de panique.
On essaie de comprendre. Bon, il y a dans d'autres pays, notamment les États-Unis ou ailleurs, ils ont l'habitude des ouragans et de ces types de situations assez de crise. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur la question, mais en Europe et notamment en France, c'est un peu ça fait longtemps les consommateurs ont l'habitude d'avoir accès à tout à n'importe quel moment. Et l'arrivée de Covid, en fait, a développé ce qu'on a appelé un peu l'achat de panique, le panic buying en anglais. Et pas mal de travaux ont essayé de se pencher sur les facteurs qui peuvent expliquer à la fois ce comportement dans sa globalité, mais aussi dans ses détails. Et c'est là où on voit que les Français, d'une part, n'ont pas adopté le même comportement selon qu'on était en phase de pré-confinement, de confinement ou d'après-confinement. D'ailleurs, là, il y a un rapport de la CREMER qui explique un peu la chose. Et en même temps, en fonction des profils à la fois social, psychologiques et même culturels des personnes. Je prends un exemple simple sur les achats et la consommation en phase de pré-confinement. On avait affaire à ce qu'on appelle le consommateur stratège. C'est des gens qui ont principalement acheté des produits qu'ils pouvaient stocker, des produits de base. Ensuite, lors de confinement, on a évolué vers d'autres types de consommation, notamment vers le retour de fait maison. Et c'est là où peut-être ça explique pourquoi autant de panache chez Boulanger à la période, parce que tout le monde a retrouvé une certaine quête d'authenticité en cherchant le fait maison, etc., etc. Et dans la phase d'après-confinement, on est parti sur le consommateur qui est en quête de plaisir. C'est un peu une quête d'exaltation après avoir été inhibé pendant un certain temps. Et là, d'ailleurs, le rapport le montre, le produit qui ont été le plus vendu à cette époque-là, c'était les produits liquides, c'est-à-dire les boissons alcoolisées ou pas. Et c'est là où on voit que les gens forcément se sont inventés, mais ce qui est intéressant derrière, c'est ça montre à la fois toute la complexité de l'être humain. Et d'ailleurs, si on refait un peu de philosophie, on dit que la part de l'homme, c'est pas de chercher la certitude, mais chercher la part d'incertitude dans les certitudes qu'elle a. Et quelque part, la chose à laquelle on était confronté pendant le confinement, c'est de se dire la difficulté avec laquelle les gens ont tellement pris l'habitude d'avoir une certitude sur l'évolution de leur cadre de vie que l'arrivée de Covid, avec tout ce que ça implique, a créé quelque part un sentiment de panique que chacun a essayé d'exprimer autrement. Et là, on va sur les facteurs psychologiques notamment, parce que on peut, alors je vais rentrer un peu dans le technique, mais il y a ce qu'on appelle en psychologie health locus of control, c'est-à-dire la capacité des gens à estimer que leur santé est de leur responsabilité ou de la responsabilité d'autrui, c'est-à-dire l'approche ou l'état. Et on a constaté qu'en fonction de ce trait de personnalité, les gens n'avaient pas réagi de la même façon. Il y a aussi la résilience. Les gens qui sont davantage résilients ont stocké moins que les gens qui étaient moins résilients et par conséquent qui s'inscrivaient clairement dans ce sentiment de panique. Il y a aussi le contexte social, le fait que je vis tout seul ou je vis en famille, ça a aussi un impact, sachant que la France est considérée comme l'un des pays où ce qu'on appelle la famille nucléarisée. On est sur des familles qui sont généralement de petite taille, des jeunes qui prennent l'indépendance relativement tôt. Et tout ça, ça a conditionné dans sa globalité un peu le comportement d'achat avant, pendant et après. Et en même temps aussi, ça a créé aussi certains besoins, notamment la nécessité de se retrouver au sein de la famille, parce que le fait d'avoir imposé des contraintes de déplacement et de distanciation a créé l'effet inverse, cette quête de retrouver la famille avec les liens sociaux qu'il faut renforcer, etc., etc. Et tout ça, en fait, ça a rendu, là je parle de point de vue des marques, notamment des entreprises, ça a donné à la fois la nécessité d'apporter un habillage à la fois symbolique et de ce qu'on appelle extrinsèque au rôle que l'entreprise et la marque est censée avoir. On a parlé de responsabilité sociétale, on peut aussi parler de bien-être, où la marque elle va se positionner notamment dans le secteur des services, que ce soit pour les assurances ou pour les banques. Proposer un compte bancaire en tant que tel n'a plus de sens si on n'est pas capable de donner une mission et un habillage quelque part qui est vecteur de lien social ou qui est vecteur aussi d'insertion d'équilibre psychique ou autre pour les personnes. Et on peut aussi... Est-ce que vous avez l'impression que ces tendances de recherche sont des tendances mondiales, ou bien vous percevez que les chercheurs n'ont pas réagi de la même façon sur leurs thématiques, par exemple à l'Ouest et en Europe, ou même à l'Est, parce que maintenant, du côté de la Chine, on a beaucoup de publications. C'est énormément de monde sur les Covid. On le voit sur les numéros spéciaux de revues sur le Covid. Il y en a énormément, au moins une vingtaine, que ce soit en management, en marketing, en stratégie, etc., etc. Et tout le monde, en fait, s'est intéressé à ça parce que, en tout cas, depuis la crise de la grippe espagnole, on n'a pas vécu un phénomène aussi pareil. La seule différence, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas les moyens d'observation et d'information qu'on a actuellement.
Et c'est ça, quelque part aussi, qui a amplifié le sentiment de crise qu'il y a autour. Mais il y a beaucoup de travaux, énormément. Certains qui ont beaucoup travaillé, notamment maintenant. Il y a deux volets, en fait. Il y a le volet, comme j'ai dit, sur l'achat de panique. Le deuxième, c'est on a commencé à s'intéresser à l'utilisation, notamment par rapport au digital. Comment les gens et dans quelle proportion les gens seraient prêts à sacrifier une part de leur vie privée pour accepter une technologie intrusive, notamment sur les applications anti-Covid, mais qui leur permettent et qui leur apportent une certaine valeur ajoutée, un bénéfice perçu. Et c'est intéressant dans le contexte de Covid, mais c'est intéressant pour la suite parce que, notamment dans le secteur de la santé connectée, ça ouvre aussi la voie à la question jusqu'à quel point et dans quelle mesure les gens sont prêts à donner des informations sur leur santé, sur leur privacy en anglais, vraiment sur leur vie intime, dans la mesure où ça leur permet d'avoir un bénéfice assez significatif à leurs yeux. Et là, d'un point de vue marketing, là, je parle vraiment, c'est le marketeur qui parle. Ça signifie que moi, si j'ai envie de développer une telle activité ou mettre en place une activité intrusive, il faut davantage que je mette l'accent sur les bénéfices perçus, sur la santé, etc., etc. Il y a aussi le deuxième volet. Vous, Imed, on voit bien, grand panorama. Yes. Donc, ça montre que les chercheurs, ils ont pris à bras-le-corps, mais parce qu'aussi, ils avaient des demandes du côté des revues, hein, on le connaît. Indéniablement. Mais vous, Imed, chercheur à Excelia, vous vous êtes plongé sur quoi? Alors, moi, marketing. Si je veux parler de façon spécifique, j'ai travaillé sur l'achat de panique et notamment, j'essaie d'identifier les déterminants, à la fois psychologiques, notamment avec le concept de Health Lux of Control, la résilience notamment. On a aussi travaillé sur alors les variables qui peuvent expliquer, c'est l'incertitude perçue de la situation, l'implication de la situation, etc., etc. Et comment cela ont conditionné à la fois l'utilisation, ce qu'on appelle le respect, pardon, des actes de protection qui ont été à l'époque avancés par le gouvernement, les distanciations d'un mètre, le port de masque, l'utilisation de gel. On essaie de voir pourquoi ces différences de comportement. Tout à l'heure, le représentant de Boulanger évoquait qu'il y avait certaines personnes ne portaient pas le masque ou ne faisaient pas très attention. Et l'une des questions, c'est pourquoi ces différences de comportement. Ça, c'était un peu le premier volet. On a travaillé aussi sur l'achat de panique. Et ensuite, la deuxième étude qu'on a menée, c'est par rapport à l'application anti-Covid. On essaie de comprendre pourquoi les gens, certains l'ont installé, d'autres non. Et là, c'est pareil par rapport à d'autres facteurs psychologiques qui tournent autour aussi de le bénéfice perçu. Et ça va conditionner un peu la stratégie que le gouvernement a eu par la suite, notamment sur toute la com qui était autour de l'intérêt de l'application, avec certains paramètres liés à la vie privée qui ont impacté. Et le dernier volet sur lequel je travaille actuellement, c'est l'acceptation du vaccin. Qu'est-ce qui peut pousser les gens et expliquer l'acceptation ou pas du vaccin et tout ça, d'un point de vue managérial, ça s'applique par la suite. Parce que tout ça, je pense que le Covid a sensibilisé à quelque chose qui a toujours existé, mais qu'on a toujours négligé. Moi, ça me rappelle un peu, pour ne pas parler moins de recherche, de l'époque d'Exintia en 2009, où tout le monde, après Exintia, voulait liquider ces maisons qui étaient sur le bord de la plage et on était vraiment sur une panique, en tout cas au niveau de La Rochelle. Et on avait un changement de comportement très significatif à l'époque. 10 ans par la suite, en retour de bâton, les prix des maisons qui sont sur les côtes qui à l'époque étaient délaissées et sur la peine de maintenant sont en train d'exploser. Et ça montre un peu que l'être humain est amnésique par définition. Ça signifie que dans 10 ans, ça évolue. Merci. Il faut tirer les leçons. Vous avez compris que moi, mon rôle de chef de gare, j'essaie de faire partir les trains. Loïc, achat panique, je reviens vers vous. Qu'est-ce que les clients ont acheté? Est-ce qu'il y a des produits qu'ils ont délaissés? Est-ce qu'il y a des produits qui rentrent dans le cadre des achats paniques? Alors, nous concernant en achat panique, ça a été assez ciblé. Ça a été les imprimantes, puisqu'on est passé en télétravail, donc il fallait des imprimantes. Il fallait de l'encre, il fallait du papier, il fallait des tablettes, des ordinateurs portables et tout ce qui touche autour du télétravail, casque, souris et accessoires. Donc, chez nous, et ce qui a été un phénomène singulier, incomparable par rapport aux produits de consommation courante, c'est qu'on est tombé en rupture puisque la production n'était plus là, puisqu'on n'avait que du stock. Et on a reconstitué les stocks que 4 mois après. Donc là, chez nous, ça s'est concrétisé comme ça sur des produits bien ciblés. Ouais. Et pendant cette période-là, le gros blanc, par exemple, le gros appareil blanc, les gens n'en prenaient pas. Pas plus que ça, on est sur un produit, pour nous, dit de nécessité, même si ce n'est pas classifié comme ça. Quand vous avez un réfrigérateur en panne, il faut changer son réfrigérateur. Et s'il n'est pas en panne, ne changez pas de réfrigérateur. Très bien, merci Loïc. Sylvain,
vous avez des segments de clients. Ils ne se ressemblent pas tous, vos clients. Vous avez des clients de diverses natures. Alors, ces clients, le thalasso, c'est le bonheur. La thalasso, c'est bon, ben, j'ai le choix entre quoi? Entre partir aux Maldives ou bien sur la côte australienne pour faire de la planche. Mais il y a autre truc, c'est quand même la thalasso, c'est quand même le vrai petit bonheur. Est-ce que le fait de mettre le bonheur un peu de côté, d'avoir les circuits de distribution qui sont mis à mal, le fait de se demander ce qui va se passer demain matin, le fait d'être confiné, vous, vos clients ou vos catégories de clients, s'ils sont un petit peu différents, comment vous les avez, comment ça s'est passé? Alors déjà, merci. Moi, je suis content parce que je vous parle un peu de vacances avant le week-end. Donc ça, c'est bien. Alors, comment c'est passé? Alors, ce qu'on vous disait la dernière fois, c'est que nous, on l'a vécu comme une aventure. Au sens même de sa définition, hein, de quelque chose d'imprévu, quelque chose de surprenant, qu'on a tous vécu à tous les niveaux. Nous, on l'a vécu de manière un peu abrupte ce 17 mars. Hein. On avait tous les clients dans nos hôtels en week-end thalasso. Donc, il a fallu effectivement libérer l'ensemble de nos établissements de manière urgente. Et effectivement, ça a été le plus compliqué parce que c'était vraiment la partie opérationnelle. Après, effectivement, en termes de clientèle, on a dans nos établissements un mix client très important. On a une clientèle, on va dire, cœur de cible sur les clients de séjour thalassothérapie, qui, avec une moyenne d'âge d'à peu près 65 ans, sur des clients en arrivée le dimanche et puis en départ le samedi, avec des profils de clients qui ont du temps, qui ont un pouvoir d'achat important, mais en même temps qui sont extrêmement sensibles par rapport à l'environnement. Et là, pour le coup, vous pouvez imaginer la sensibilité de ce profil de client qui vient avant tout chez nous pour pouvoir se ressourcer en toute sécurité. La deuxième cible de clientèle que nous avons, c'est la clientèle plutôt, on va dire, jeunes cadres supérieurs de 35-45 qui viennent, eux, le week-end avec plutôt comme objectif de se ressourcer, mais surtout sur une belle destination, dans une belle chambre avec une bonne table et pour faire des massages. Où là, on arrive plutôt sur un profil de consommation, on va dire, assez rapide, des clients très zappeurs. Et c'est la clientèle qu'on avait sur ce week-end-là. Donc effectivement, quand on a dû fermer nos établissements, il a fallu s'adapter à tous ces profils de clients qui avaient des réservations sur les futures semaines et les futurs mois à venir. Quand vous dites s'adapter, c'est à la fois au profil, mais aussi il fallait gérer l'offre, c'est-à-dire que c'est pas évident. Il vous faut autant de masseurs pour telle date. Il vous autant de... Comment vous avez géré cette incertitude? Alors, nous, cette incertitude, déjà, il y a eu un arrêt abrupt qu'on vit encore maintenant. Donc, on a d'abord commencé par organiser, quand on parle de clients, on parle aussi d'origine client. Et ça j'insiste sur ce point-là, parce qu'on est lié, nous, dans le secteur du tourisme, à une clientèle directe, mais aussi à une clientèle indirecte très importante. Vous connaissez tous les Booking.com, Expedia, et puis aussi, vous avez des spécialistes de la thalassothérapie, des tours opérateurs spécialistes qui, eux, effectivement, sont très présents sur Internet, qui nous prenaient à l'époque des parts de marché très importantes. Et ce qui était une difficulté pour nous en termes de gestion clientèle, c'est-à-dire que nous n'avions pas la main sur ces clients-là, aucune coordonnée de ces clients-là, et effectivement dépendant de ces tours opérateurs. Et on a vu justement dès le mois d'avril-mai, un de nos plus gros tours opérateurs qui a cessé son activité. C'est un opérateur en thalasso. Hein. En thalassothérapie, exactement. Qui a cessé son activité. On l'a appris avant l'été. Ça s'est officialisé au mois de septembre. Du coup, une grosse difficulté qui venait compléter notre difficulté de gestion des clientèles directes parce que tous ces clients-là se retournaient vers nous pour pouvoir gérer leur dossier. Mais pour le coup, ce qui a été assez intéressant en fait finalement dans cette démarche et une opportunité, c'est que là où on avait des parts de marché assez importantes au travers des tours opérateurs notamment, on a repris la main en fait sur nos clients.
Et ça, c'était un exercice qu'on essayait de faire depuis quelques années, qu'on n'arrivait pas à faire parce qu'ils étaient tellement puissants qu'on n'arrivait pas à reprendre la main. Et là, finalement, indirectement, on a pu reprendre la main sur cette clientèle-là et retrouver une communication directe avec notre clientèle. Chose qu'on faisait sur place, mais qu'on n'arrivait pas à faire en amont de leur séjour. Et c'est ça qui a été assez intéressant en fait dans cette période pour nous, c'est de retrouver un contact direct avec nos clients et pouvoir repréparer une réouverture qui s'est faite finalement pour nous le 26 juin. Donc on a réouvert juste avant l'été. Pareil, avoir toute une réflexion sur les périodes propices de réouverture par rapport à toutes les problématiques qu'on avait sur les 100 km à l'époque, sur les profils de clients selon les périodes. Et effectivement, on a pris cette décision d'ouvrir le 26 juin pour préparer nos équipes, remettre en route toutes nos équipes de restauration, d'hôtellerie et puis de thalassothérapie pour être prêts début juillet, on va dire sur le premier week-end des vacances scolaires, à accueillir une clientèle loisir qui a été très présente sur la clientèle estivale. Alors, ces clients, dans la hiérarchie de leurs attentes, des items de services qu'ils attendent, est-ce qu'il y a eu des évolutions entre, je ne sais pas ce qu'ils attendaient un peu avant et maintenant, qu'est-ce qui est en top of mind de leurs attentes? Alors ça, c'est effectivement un gros changement chez nous. Il y a, on va dire, trois nouveaux critères qui sont apparus dans le choix on va dire de validation de vos vacances. Ces trois critères sont en 1, la sécurité, en 2, le service client et en 3, le sens et l'engagement. Je reviens sur chaque point. Sur la sécurité. Alors nous, dans notre secteur d'activité, on avait quand même une sensibilité sur l'aspect bien-être de notre clientèle. Donc, effectivement, cette sensibilité un peu particulière par rapport au bien-être du client dans son ensemble. Sauf que là, effectivement, on arrivait sur un nouveau stade qui était la sécurité, qui n'était pas notre métier, clairement. On doit assurer une sécurité, on va dire, obligatoire sur nos sites, mais là, on arrivait à une sécurité maximum. Donc, on a eu effectivement comme l'appui de notre direction pour mettre en place un cabinet de validation, en fait, avec le cabinet Veritas, pour s'engager auprès d'une démarche safeguard auprès de nos clients et pouvoir répondre à ces inquiétudes, de se dire, j'ai l'autorisation maintenant de repartir en vacances, mais en 1, il faut que je sois sécurisé. Donc, c'est pour ça que nous avons adhéré à Safeguard pour pouvoir rassurer nos clients. En 2, un autre sujet qui s'est aussi précisé, c'est l'aspect service client. Bon, je viens en vacances chez vous. Effectivement, ça me semble assez sécuritaire au niveau de tout ce que vous avez mis en place. Je le verrai sur place. Mais par contre, maintenant que j'ai le droit de dépenser mon argent et je peux me faire plaisir, en termes de service client, il faut absolument que vous soyez à la hauteur. Donc, effectivement, on a renforcé toutes les étapes du parcours client pour qu'on puisse apporter, on va dire, un service client qui soit supérieur à ce qu'on faisait avant, avec les moyens qu'on avait d'un hôtel 4 étoiles, mais néanmoins pouvoir mettre la barre plus haute par rapport à ça et en même temps se recentrer sur nos basiques en termes d'accueil du client. Et ça a été très bénéfique pour l'ensemble des collaborateurs de rappeler les bases de l'accueil du client lorsqu'un client part en vacances. Et puis le dernier point, quelque chose qui me tenait moi aussi à cœur personnellement, c'est maintenant quand un touriste ou un client vient en vacances, quelque chose qui est important pour lui, c'est sélectionner une structure qui amène du sens et de l'engagement. C'est un peu ce que Eva nous disait tout à l'heure. On les retrouve, hein, les clients de service. Hein. Exactement. Et ça tombe bien parce que on a aussi profité de toute cette période pour pouvoir engager une démarche qui était déjà notre vision à 2022 sur la première étape, d'engager une démarche éco-responsable sur l'établissement et de pouvoir effectivement apporter du sens à ces destinations, même s'il y en a beaucoup quand on vient faire un séjour de bien-être, comme dans nos établissements, mais en plus l'appuyer. Donc, engager toute une stratégie à ce niveau-là d'écotourisme
une stratégie aussi de préservation de notre environnement, et puis aussi d'échange avec les acteurs de notre territoire. Donc, oui. ça a été... Allez-y. Allez-y, non, je vous en prie, terminez votre C'est un phrase. travail qu'on a pu engager dès le départ, dès le 26 juin, où là, on avait eu que quelques semaines pour pouvoir préparer la réouverture, et j'avais souhaité qu'on s'appuie sur nos points forts. Et dans l'un de nos points forts, il y avait la restauration. On était déjà une très très bonne table. Maintenant, l'idée, c'était que notre très bonne table, elle ait une vraie signature sur du frais local de saison, avec des engagements très forts sur aussi nos fournisseurs locaux. Et ça, on a pu l'engager dès le mois de juillet, avant la réouverture de l'établissement. Donc, ces 3 points, c'est ce qui nous a permis aussi d'évoluer et de s'adapter à ces nouvelles attentes de la clientèle. Super, merci. Loïc, on sait, je le disais tout à l'heure, que il y a une autre obligation qui est arrivée. Merci à vous pour l'éclairage que vous nous avez donné. On espère bien naturellement vous voir à un moment ou à un autre. En tout cas, on n'hésitera pas. Vous savez, à partir du moment où on a été dans la première étape des regards croisés d'Excelia, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on conservera toujours dans notre esprit. Merci à vous, Loïc, Merci à vous. et bonne suite pour votre autre réunion. Merci. Merci. Ce qui est vraiment épatant là dans ce que vous dites, mais Imed le dit aussi, Eva et Sylvain, c'est que en fait, il y a des tas de progrès qui ont été faits. Il y a eu des accélérations de volonté qui ont été opérées, et donc vous avez su, vous le dites, mettre en avant des éléments que vous aviez en tête, mais qui sont peut-être allés plus vite que prévu. Et peut-être bien que pour Excelia, c'est aussi un peu la même chose. Caroline, alors vous viviez bien avec des événements, avec des concessionnaires. Qu'est-ce que c'était bien, parce que finalement, vous mettiez au grand pavois et puis vous attendiez tranquillement que les gens viennent vous voir. Vous aviez des magnifiques stands et puis des concessionnaires qui s'occupaient de tout. Et finalement, il suffisait de signer les bons de commande, tout allait bien. Et puis un beau jour, vous voilà en direct. C'est un petit peu ce que nous disait Eva tout à l'heure. Vous voilà en direct. Alors, grande transformation, comment vous avez rebondi? Alors, effectivement, ça a été un choc pour nous. Le nautisme, c'est un secteur, en plus, un peu comme le secteur du luxe ou du tourisme, parmi les secteurs qui sont les plus impactés quand il y a une crise. Et ça a été le cas, notamment pendant la crise de 2008. Le secteur du nautisme a été très fortement impacté. Et plus particulièrement les monocoques, plus les monocoques que les catamarans. Fontaine Pajot, donc, je le rappelle, fait des catamarans à voile et à moteur. Voilà, pour les catamarans, c'est un petit peu moins cyclique parce que c'est un peu plus nouveau. Le marché n'est pas encore mature, contrairement aux monocoques. Donc, c'est vrai que la crise de 2008, on a connu des baisses de commandes, mais pas aussi significativement que sur les monocoques. Donc là, crise du Covid, plus aucun salon, tous les salons annulés, plus moyen de montrer nos bateaux aux clients. Oui, on était un peu inquiets. De se demander comment ça allait passer. D'abord parce que confiné, il a fallu stopper la production. Donc ça, c'était l'élément le plus grave pour nous. Et source évidemment de stress et d'inquiétude auprès de nos concessionnaires et nos clients. Donc on a passé toute une phase pendant le confinement où on était sur le pont, c'est le cas de le dire, sur le pied de guerre, avec nos concessionnaires tous les jours au téléphone, à les rassurer, à leur expliquer voilà, comment ça se passe en France, puisque oui, on a un business model qui repose essentiellement sur un réseau de distribution de concessionnaires et de grandes sociétés de charter, qui sont des sociétés de location de bateaux, partout dans le monde. Donc, c'est vrai que le monde a été touché de manière... on était un petit peu en décalage. Hein, d'abord l'Asie, évidemment, et puis après l'Europe, les États-Unis. Mais voilà, il y a eu ce stress, évidemment, un petit peu partout. Donc, on a essayé, dans un premier temps, de répondre présent vis-à-vis de nos concessionnaires. Et évidemment auprès aussi de nos clients finaux, puisqu'on a vraiment dans la pratique, on a deux clients, donc le concessionnaire et le client final, mais ça a été un choix de l'entreprise, du chantier,
de n'être en contact réellement qu'avec nos concessionnaires. Voilà, c'était un choix de business model. Et alors, on était quand même en contact avec le client final, évidemment, sur les salons, mais on essayait toujours d'être un petit peu en retrait, puisque ce sont nos concessionnaires qui sont notre vitrine, nos représentants, et voilà, et qui sont là pour vendre les bateaux, chacun dans leur zone géographique respective. Donc, on leur envoyait quand même, évidemment, quelques emailings. Ils pouvaient nous suivre sur les réseaux sociaux. Le chantier avait sa page sur quelques réseaux sociaux. Mais voilà, ça s'arrêtait là. Vous étiez organisé, ou vous vous êtes organisé avec du personnel pour répondre à cette nouvelle relation directe? Alors, évidemment, on avait un tout petit service marketing et communication. Et on s'est rendu compte, évidemment, avec cette crise du Covid, qu'il était important qu'on se rapproche davantage de notre client final. D'abord parce que c'était depuis un certain temps une volonté de sa part d'avoir un contact un peu plus direct avec le chantier. Et là, avec le Covid, l'absence de salon, voilà, ils avaient encore plus besoin d'être rassurés, ne pouvant plus voir les bateaux. Donc, on a dû effectivement investir et en recrutement. On a recruté donc des collègues à la com, notamment pour tout ce qui va être montage vidéo, événementiel en vidéo, virtuel. Voilà, beaucoup dans le digital, évidemment, comme beaucoup d'entreprises. Donc ça a été un grand pas pour nous, puisqu'évidemment, on n'avait pas forcément eu besoin de ça avant. Voilà, la demande était là et on a évidemment senti que c'était très important de prendre ce virage-là si on voulait garder nos commandes, nos concessionnaires et nos clients finaux. Donc, on s'y est mis. Et puis, on a organisé tout un tas d'événements, alors virtuels, en ligne, mais pas seulement. On voulait essayer d'aller au-delà, de dire, parce que bon, montrer des bateaux, alors on a créé des marinas virtuelles, c'est-à-dire que donc, on était dans une marina avec tous les pontons, tous nos bateaux à l'intérieur, on rentre, c'est en 3D, on voit 360, comme si on visitait un bateau en vrai. Sauf que, voilà, ça c'était bien, on va dire que c'était la base à acquérir dans ces moments-là. Donc ça demandait beaucoup de temps à notre équipe communication et beaucoup de moyens financiers aussi. Mais c'était la base à avoir et tous les chantiers s'y sont mis. Donc on n'avait pas le choix. Il a fallu aller au-delà lors d'événements en ligne qu'on a voulu justement plus près de nos clients. On a essayé de faire des formats un petit peu privés où on a emmené la caméra aussi à l'intérieur du chantier. Parce que la visite de l'usine, ça c'est un atout qu'a un constructeur, un atout commercial très important. Et parfois, ça permet de signer une vente. Voilà, on emmène le prospect au chantier, on lui fait voir l'envers du décor, et tout de suite, ça peut faire basculer une vente. J'ai l'impression de voir arriver une nouvelle clientèle, une clientèle se disant « Oh là là, dans les 5 ans qui viennent, moi j'avais l'habitude de partir en business class à Maurice pour passer 3 semaines et je faisais un peu de bateau là-bas, mais j'ai l'impression que ça va être coincé de tous les côtés. Et donc moi finalement, je vais acheter un catamaran chez Fontaine Pajot pour venir à La Rochelle. » Vous avez une clientèle comme ça qui est arrivée? Et bien voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, contre toute attente, finalement, bon, voilà, on serrait un petit peu les dents en espérant qu'il n'y ait pas trop de casse. Et c'est tout l'inverse qui s'est produit. Donc voilà, alors, encore une fois, c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Hein. Évidemment, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Mais en fait, ce Covid a eu cet effet-là. C'est-à-dire que au bout d'un moment, les gens en ont eu ras-le-bol d'être enfermés, de se priver, de ne pas pouvoir se faire plaisir, de ne pas pouvoir partir. Et au final, ça a accéléré effectivement certains projets, voire ça en a créé. Voilà. En fait, on a eu aussi on s'est retrouvé avec des futurs propriétaires qui n'avaient absolument pas l'intention d'acheter un bateau, mais qui, plutôt de faire tel ou tel investissement, d'acheter une résidence secondaire ou autre, ont voulu plutôt opter pour un catamaran, puisque la particularité
particularité du catamaran, c'est que justement, c'est comme un appartement sur l'eau, c'est comme une maison sur l'eau, après, selon la taille que vous prenez. Mais il y a beaucoup de confort, c'est très spacieux, c'est très agréable à vivre. Donc, c'est presque comme une maison. Et en plus, on est sur l'eau. Donc, voilà, on allie le plaisir, l'évasion et la liberté. Et je pense qu'on a beaucoup de clients qui ont acheté avec cette impulsion-là. Merci. Eva, est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti dans votre clientèle, peut-être plutôt la clientèle de particuliers, en les voyant venant vous interroger, vous questionner, vous demandant évidemment un accompagnement, avec des gens qui achetaient des… Vous parliez de raison d'être tout à l'heure et on veut du sens, finalement un consommateur qui change, et vous avez le sentiment qu'ils achetaient vraiment d'autres choses, d'autres produits, lourds, hein, très impliquants. Alors, en fait, je trouve que c'est le joli côté de l'histoire et en même temps, il y a deux côtés à l'histoire. C'est-à-dire que ce qui est compliqué dans cette période, c'est que en tant que banque, on accompagne tous nos clients et il y en a certains qui n'avaient pas trop le loisir de dépenser, mais qui avaient plutôt des sujets de comment finir les fins de mois. Donc, typiquement, quand on est comme nous, la banque de tous les clients, on a, pendant la crise, accompagné des clients en difficulté et donc il a plutôt été question de solutions de moratoire, de pause sur les crédits. Et donc là, on a joué notre rôle. Et effectivement, on a aussi eu à accompagner avec plaisir beaucoup de clients avec des projets. Alors, je ne les ai pas en tête, mais typiquement, oui, des achats de bateaux, de résidences secondaires ou de résidences principales plus grandes avec un jardin. C'est là que c'est très particulier. Et encore une fois, quand je parlais de personnalisation tout à l'heure, c'est là que c'est majeur. C'est que, voilà, tous nos clients n'ont pas vécu la même crise Covid, hein, très honnêtement. Ouais. Évidemment, une très grande diversité. Hein. Mais oui. Je vois que Sylvain est revenu. Sylvain, de votre côté, vous avez vu apparaître la clientèle qui se disait moi, je vais passer une semaine à Florence ou bien une semaine sur la Costa Brava et finalement, finalement je vais en Thalasso parce que la Thalasso, c'est pas loin de chez moi et que c'est assez facile d'avoir une attestation numérique me disant que je peux aller à La Rochelle, même si je fais semblant d'aller y travailler. C'est exactement ça. En fait, la nouvelle clientèle qu'on a eue sur cet été, c'était une clientèle qui avait l'habitude de voyager à l'étranger sur des très beaux hôtels, sur le Club Med. Et effectivement, ça a été la grande surprise de cet été, de voir arriver toute cette clientèle qui voulait vraiment profiter de vacances et se faire plaisir, et avec des moyens très importants. Donc ça a été une adaptation assez rapide pour nous dès début juillet parce qu'on a senti qu'il y avait une évolution de la clientèle vers un service maximum. Donc on a revu tous nos process de service tant au restaurant qu'à l'hôtel et même en soins pour être extrêmement réactif et pouvoir répondre à ces nouvelles attentes qu'on ne connaissait pas habituellement. Et finalement, ça a été encore extrêmement positif parce que ça nous a permis de passer un cap en termes de service et de qualité de service pour l'ensemble de l'établissement. Et nous réadapter à cette nouvelle clientèle qu'on va certainement revoir dès notre réouverture officielle. Ah ben là, il faut faire de l'action de fidélisation à haute dose. Hein. Exactement, exactement. Dès qu'on aura le droit de… Ils sont moins regardants au prix, ils étaient moins regardants au prix, ceux-là? Ah mais pas du tout regardant au prix, c'était surtout de se dire j'ai envie de me faire plaisir, qu'est-ce que vous me proposez? Voilà. Bon, vous avez compris que Sylvain, en fait, il préfère qu'il y ait la circulation du virus parce qu'il a une nouvelle clientèle de personnes qui sont là pour créer évidemment d'avenir. Christophe. Ah, mais en travaillant 12 mois quand même. Sylvain, je crois que tu as une urgence. Bien sûr. Christophe. Sylvain a une urgence. Christophe a une urgence? Sylvain. Ah, c'est Sylvain qui a une urgence. Je vais vous laisser, j'ai mon disjoncteur de l'hôtel qui vient de lâcher. Alors voilà, vous êtes au cœur du sujet. Et on réouvre demain, donc malheureusement, je dois aider mes équipes. Sylvain, on vous souhaite que Enedis puisse vous raccompagner et vous réouvrir le compteur très vite. Merci à vous. Hein. Avec grand plaisir. Merci à vous. Christophe, alors vous créez du service pour de la clientèle. Et de la clientèle qui est diversifiée, c'est de la clientèle qui cherche des rencontres avec les uns et les autres. Donc, en fait, vous êtes à l'écoute de ceux pour lesquels vous allez créer ce service et leur créer de la rencontre. Mais comme tout le monde était confiné, vous ne pouviez pas les envoyer chez les gens et les uns et les autres parce que vous n'avez pas forcément l'adresse et vous n'avez pas forcément le 06. Donc, ce que vous aviez, c'était de la clientèle d'entreprise. Donc, pour vous, c'était… Quand est arrivé le 17 mars, c'était non pas de l'achat panique, mais de la super crise.
Oui, comme le disait Caroline, on a vécu finalement la même expérience, hein. C'est un arrêt de production complet, brutal, auquel on n'était pas tout à fait préparé. J'étais en train de penser d'ailleurs en écoutant les uns et les autres que s'il fallait balayer les 5 étapes de l'acceptation, j'étais resté coincé moi dans le déni et dans la négociation. Et je suis encore un peu coincé dedans. Je me dis toujours que c'est un mauvais scénario, que c'est un film un peu pourri, qu'on attend Bruce Willis qui va nous sauver, et qu'il n'arrive pas, mais qu'on va se réveiller, mais c'est quand même surnaturel. J'étais tellement pas préparé que, en fait, quand on a fermé 2 jours avant, je rentrais le week-end et j'avais un rendez-vous à Londres chez un client et j'en ai profité pour rester le week-end. Et j'étais en train de parcourir, comme habituellement, les pubs. Et donc, ça m'a fait tout drôle de rentrer et de dire, bah, on ferme. Alors, on était, nous, dans une situation de croissance depuis 2 ans. On progressait de plus de 30%, et on venait de racheter des locaux qui sont les locaux mitoyens aux autres et aux nôtres, et de faire des travaux. Et finalement, bah, on a pu faire cette acquisition et ces travaux dans des locaux complètement vides. Donc, effectivement, la première chose, le 17 mars, le premier mot qui me vient, c'est la sidération. C'est-à-dire que là, incompréhension totale de ce qui se passe. J'étais à milieu, j'avais pas tout bien assimilé. Et donc, on est dans une fermeture brutale avec un plan, une espèce de plan de continuité. C'est là où je dis, on a une grosse phase de déni. C'est-à-dire, je dis, on va continuer. Tout le monde prend son package. On crée des liens VPN. On a des liens VPN sécurisés. Chacun a son matériel. Tout le monde part avec son équipement. On charge les voitures et tout le monde part chez soi avec son matériel. Et je me dis, on va continuer. Bon, effectivement, c'était sans compter nos clients qui se sont arrêtés, puis c'était sans compter les prospects de nos clients, puisqu'on fait de la prospection et de la prise de rendez-vous en B2B, eh bien, les prospects de nos clients qui étaient fermés, donc ça ne répondait pas. Donc, on a fait cette espèce de découverte très étonnante. Enfin, non, somme toute assez basique, c'est que si on n'a plus de clients et si nos clients n'ont plus de prospects, on ne peut plus faire grand-chose. Donc, on était tout seul. Alors, on peut avoir de la bonne volonté et vouloir bosser, mais tout seul, c'est quand même compliqué. Donc, on a mis en place des solutions de télétravail. J'ai même cru à une opportunité en proposant à certains clients, on a quelques compagnies d'assurance, donc j'avais notamment proposé à AXA, qui m'avait suivi, de dire, bah, dans cette période, il y a peut-être des gens qu'on pourra joindre, qui seront plus disposés, plus disponibles pour écouter des offres qu'ils n'ont pas le temps de traiter habituellement. La visio et le rendez-vous téléphonique pourra s'imposer, même si pour moi c'est un mode dégradé. Mais là, je me suis dit, bah, ils ont tellement de temps et ils sont tellement à l'écoute, puis ils sont isolés, donc ça fera même plaisir de parler à quelqu'un. Et puis, bah, AXA me l'a acheté. On a essayé de le faire, mais là encore, on s'est trouvé confronté à la joignabilité. Donc, on a beaucoup joué avec nos cibles. À un moment, on appelait beaucoup les coiffeurs, ils étaient super ouverts. À un autre moment, il a fallu arrêter, c'était le moment du déconfinement, parce que là, bon, ils bossaient de 8h à 22h en continu. À un moment, on avait filtré les médecins parce que je pensais qu'ils allaient être débordés. À un autre moment, en écoutant BFM, je me rends compte que les patients vont plus chez les médecins, on les remet dans la boucle. Et puis à un moment, on n'appelait plus les restaurateurs parce qu'ils étaient fermés, puis on appelait quand même les hôteliers parce que finalement, les hôteliers, ils bossaient pas, mais ils étaient disponibles et puis ils étaient ouverts à des choses. Ils avaient finalement l'envie d'écouter ou d'investir même parfois. Donc on a beaucoup joué avec ces cibles pour tous les jours finalement changer nos approches. Changer nos approches, c'est-à-dire changer nos accroches en termes de discours, alors sans être dans l'utilisation de la crise sanitaire, mais quand même en évoquant le contexte, sans l'agiter pour pas que ce soit vulgaire, et puis on changeait également nos ciblages. Donc bon, effectivement, plus de rendez-vous terrain, et puis nos clients qui nous ont mis beaucoup en pause sur l'ensemble de nos campagnes. Donc, de toute façon, en faisant essentiellement du B2B, que ce soit AXA ou la Massif ou Air Liquide ou Fréquin, tous nous ont mis à l'arrêt et ont mis leurs équipes commerciales à l'arrêt le plus souvent. Donc nous, on a essayé de maintenir une activité avec des campagnes qu'on a essayé de traiter. C'était un pur choix de déni de ma part de vouloir continuer malgré tout
donc, on faisait travailler les gens assez peu. Hein, finalement, ils travaillaient 2 heures par jour, quasiment, à une certaine période, et pas tous les jours. Mais ça nous a quand même permis, même si ça nous a coûté bien cher, le chômage partiel aurait été économiquement un meilleur choix. Ça nous a permis de garder les gens en activité, de garder des moments de débriefing, de garder le contact avec eux. Et finalement, j'aime à penser que quand on a repris ensuite, ils étaient prêts. Ils n'avaient pas décroché et finalement qu'on a redémarré de plus belle grâce à cette période-là. Donc vous vous félicitez plutôt de ce choix que vous avez fait. Bon, il vaut mieux, c'est rassurant pour moi-même. C'est mieux que la flagellation, l'autoflagellation. Ce qu'on a vu dans cette période, c'était que cette période de télétravail a été extrêmement compliquée et que ça a exacerbé les écarts de façon extrêmement importante et qu'on en est arrivé à d'ailleurs perdre quelques collaborateurs parce que c'est compliqué. Hein, on est dans même si basiquement ça paraît simple, on dit on prend un ordinateur, un casque et puis c'est parti, on peut bosser chez soi. En réalité, comme on est dans de la productivité commerciale et dans de la performance commerciale, tout seul chez soi, on tombe vite dans une spirale négative et on ne peut pas bénéficier de son coach, de son superviseur et puis aussi de l'ambiance créée par les autres qui performent et qui vous tirent par le haut. Donc, on est vite isolé et ça peut être compliqué si on n'a pas le mental. Et puis ensuite, il y a la reprise, hein, et la reprise s'est faite finalement sans réelle rupture parce qu'on n'avait pas coupé. Ce que j'avais surtout pas coupé, c'était l'activité de nos chargés de mission qui sont en lien avec nos clients. Et on leur faisait des reportings, on les appelait, on prenait de leurs nouvelles et même quand on n'avait rien à se dire, eh bien, on les appelait quand même. Et ça nous a permis aussi de redémarrer là encore de plus belle parce que on était dans leur esprit, on avait signifié qu'on était prêt, on avait signifié qu'on n'aurait pas de retard à l'allumage et ça ils l'avaient bien intégré. Puis après ils nous ont dit ok mais maintenant il faut y aller. Puis on a du retard parce que on a quand même perdu 2 mois, donc il faut mettre les bouchées doubles. Merci Christophe. Imed, est-ce que vous entendez autour de la table, qu'est-ce que ça éveille comme perspective de recherche pour l'équipe marketing d'Excelia? Moi, j'aurais dit la puissance du lien. Parce que là, lorsqu'on prend les 3 exemples, que ce soit pour Fauteuil Pajot, on est concrètement sur l'éducation de consommateurs et la sensibilisation par rapport aux caractéristiques produits, quelque part un partage d'expérience. Lorsqu'on entend un peu ce qui a été dit par le Crédit Agricole, notamment sur la nécessité de distinguer les différents besoins des clients et être vraiment assez proche entre là je reprends quelques chiffres, sur les 50 milliards qui ont été épargnés fin août, 70% étaient faits par les Français les plus aisés, les 30% c'était par aussi ce qui restait. Du coup, ça, comme on avait dit, ça a vraiment écarté un peu le gap qu'il y a entre les personnes, les classes moyennes supérieures et les classes populaires. Du coup, la nécessité forcément, que ce soit pour une banque ou pour un prestataire, de s'adapter à l'évolution de cette offre-là. Lorsqu'on a entendu un peu, même dans un contexte B2B, l'importance de lien en tant que vecteur de proximité avec les clients, et puisque derrière, c'est devenu un élément de différenciation et de compétitivité une fois que l'activité a repris, c'est là, en fait, on dit que l'importance, c'est l'importance du lien. Et ça montre aussi quelque part, c'est l'être humain, comme on l'a dit, c'est un animal social. Et tout son comportement colle aussi à cette logique de recherche de liens. Et que ce soit dans les produits de grande consommation, de consommation courante, que ce soit aussi dans les produits d'image qui ont une dimension sociale, mais aussi dans d'autres contextes, en B2B, à travers cette logique de proximité et la nécessité d'une adaptation. Et ça, pour aller plus loin, ça nous rappelle un peu la logique existentialiste qui a été posée par Sartre ou de sociologues et compères sur le fait que l'être humain consomme pour exister. Au-delà de signes d'appartenance d'une classe sociale, consommer aussi, c'est montrer que je suis là, que je suis en quête de sens, et ce sens peut être protéiforme en fonction de contexte dans lequel il s'exprime. Je dois résumer. Savoir si l'existence précède l'essence ou le contraire. Ça, c'est notre question. Heureusement, il y a des philosophes dans l'école. Hein. ça, c'est j'allais dire, on va partir sur on va parler de philosophie, notamment lorsqu'on prend comment il s'appelle, Marc Aurèle, qui dit que
moi, que Dieu me donne la force de distinguer de ce que je peux contrôler de ce que je ne peux pas contrôler. Et la deuxième chose, c'est de la capacité à distinguer, à avoir le contrôle sur ce que je peux contrôler et accepter ce que je ne contrôle pas. Et quelque part, la crise de Covid a réellement mis en avant ça parce que tout le comportement, que ce soit d'achat de panique ou autre, a différé en fonction des gens, entre ceux qui ont accepté la réalité telle qu'elle est et ont accepté cette part d'incertitude dans cette réalité et ce qu'ils ne pouvaient pas contrôler. De coup, on y avait affaire à des gens responsables, résilients, qui ont adopté un comportement, je peux dire, responsable, et ceux qui qui ont transféré cette frustration sur l'ordre de consommation, sur le comportement au quotidien, y compris sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on voit toutes les théories qui ont été développées, que ce soit complotistes ou autres, le rejet de certaines consignes, toujours la quête de critiques, etc., etc., moi, j'ai l'impression que c'est plus l'expression de frustration qu'on vit en interne et qu'on essaie d'exprimer parce que c'est une certaine colère qu'on a du mal à canaliser. Et derrière, ça montre en fait que l'être humain est par définition subjectif. Alors, on va aller un peu dans ce sens-là. Vous avez été, on est dans les questions de contrôle. Imed vient de l'évoquer sur un plan socio-philosophique. Vous avez utilisé l'expression, Caroline et Eva, reprendre la main, prendre la main. Donc, c'est un élément de contrôle. Caroline, donc non pas ce passage par-dessus les concessionnaires, en tout cas, vous êtes allé retrouver directement le client final. Qu'est-ce qui va en être demain matin? Est-ce que c'est un sujet, est-ce que vos relations avec les concessionnaires vont changer de nature, d'ampleur, de dimension? Comment vous voyez la suite? C'est une vraie question, ça, évidemment, et elle fait partie à vrai dire, du plan stratégique d'entreprise à horizon 2024-2025. Voilà, c'est un sujet qui est au cœur de ce plan-là, puisqu'il va falloir qu'on trouve le juste équilibre, justement, garder la relation très privilégiée qu'on a avec nos concessionnaires, dont on ne veut pas se séparer. Ce sont vraiment des partenaires avant tout, ce sont nos relais. On ne peut pas être aux quatre coins du monde, donc on a besoin d'eux. Et heureusement qu'ils sont là, puisque voilà, le client a besoin de quelqu'un sur place pour l'accompagner, pour le guider, pour le dépanner. Et en même temps, il va falloir voilà, répondre aussi, être là pour les clients, être un peu plus présent, tout en laissant un certain champ d'action aux concessionnaires. Donc oui, ça fait partie des réflexions qu'on a actuellement, qu'on a commencé à concrétiser avec les événements dont on a parlé, dont j'ai parlé tout à l'heure, où lors d'événements en ligne, comme ça, on a invité des clients finaux à venir. Ça ne s'était jamais fait avant. Et on les a invités à des sessions de questions-réponses. Donc, ils avaient la possibilité pour la première fois de poser leurs questions directement au chantier. Et donc voilà, c'est ce genre de choses qu'on va essayer de reproduire. Et on est aussi dans la réflexion, et ça va se faire. D'ailleurs, on a déjà quelques rendez-vous de prix. On va faire aussi des visites guidées privées. C'est-à-dire qu'on va avoir un client final qui va inviter des proches à lui, puisque la recommandation, évidemment, est très, très importante dans ce milieu-là. Parce que quand voilà, une personne a acheté un catamaran Fontaine Pajot, eh bien, il y a tout son entourage, ses amis, sa famille qui vont naviguer avec lui et qui vont vouloir aussi avoir le leur. Donc, inviter un petit groupe d'amis, de famille à une visite privée guidée, où là, ils vont être avec quelqu'un du chantier qui va faire le tour du bateau avec eux et qui va répondre à leurs questions. Donc, c'est ce qu'on peut proposer en attendant les salons et surtout qu'on vient d'apprendre, évidemment, que les prochains étaient annulés avant même qu'on apprenne notre nouveau confinement. Donc, oui, je pense que ce genre de… Et ça, comme vous dites, ça perdurera. Oui, ça, on va le garder. Et alors, on ne se séparera certainement pas des salons, mais ça sera complémentaire parce qu'on aura besoin des deux. Très bien. Eva, vous avez un territoire qui est notre territoire ici, mais bien évidemment, vous avez, enfin, je suppose, bien sûr, vous avez des contacts avec vos homologues dans d'autres régions. Est-ce qu'il y a
une particularité des comportements de clientèle sur notre territoire par rapport à ce que vous avez pu entendre ou observer dans d'autres parties de la France? On est en train de faire des segmentations terribles. En tout cas, il y avait des segmentations importantes jusqu'à hier soir. Depuis, à partir de demain, on est tous à peu près dans le même système pour la résorption de la crise sanitaire. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des particularités dans certains territoires, ou bien que ce que vous avez évoqué sur le fait de clients qui recherchent davantage de sens, qui finalement sont différents avec peut-être qu'on pourrait dire bien plus de profondeur. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez avec vos homologues partout en France? Alors, votre question, elle est compliquée parce que, en fait, le comportement de nos clients, il est éminemment lié à ce qu'ils ont vécu sur leur territoire. Et typiquement, nous sommes sur un territoire plutôt épargné par rapport à cette crise sanitaire au sens du nombre de malades versus d'autres, mes homologues d'autres caisses régionales du Crédit Agricole qui vivent dans des régions particulièrement touchées. Je discutais hier avec un homologue de notre caisse régionale qui est en Centre-Loire. Ben voilà, la Nièvre est confinée, le Loiret, à l'époque, était confiné, le Loiret se posait la question. Donc, très honnêtement, ce qui fait la vie de nos clients, c'était beaucoup ce qu'ils vivent en dehors de leur consommation, et donc c'était leur lien avec le virus. Donc, c'est vraiment la grande différence entre nous. Sinon, on reste des banques sur un modèle mutualiste toutes et donc très proche de nos clients. Donc, voilà. Non, vous faisiez la référence tout à l'heure et vous passiez la parole à Caroline sur prendre la main. Je ne sais pas si j'ai utilisé la terminologie prendre la main ou reprendre la main. Nous, on est vraiment convaincus que cette crise nous a donné l'occasion d'exercer encore mieux notre spécificité de banque mutualiste en proximité. Et donc, moi, ce n'est pas prendre la main que j'ai envie de souligner, c'est tendre la main, très honnêtement. Enfin, voilà. Nous, ce qu'on a vécu pendant cette période, c'est certes de l'exemplarité et à avoir sur nos trois métiers cœur, hein, la banque, l'assurance et l'immobilier. Et ça, on a tenu à vraiment jouer notre rôle. Mais on a cherché à être utile à notre territoire bien plus largement que sur notre métier de banquier. Parce que voilà, quand on est une banque régionale de proximité comme nous, nous, on vit pour et par le territoire. Hein. Si le territoire va bien, on peut faire notre métier correctement. Si le territoire va moins bien, on n'est pas dans la capacité de faire notre métier. Et donc, moi, j'ai plutôt envie de retenir ça sur notre expérience, qui en plus a rendu finalement nos collaborateurs assez fiers de notre modèle. Je prends un exemple. Quand on a vu que nos commerçants, notamment chocolatiers, à la période de Pâques l'année dernière, allaient être dans une grande difficulté à ne pas pouvoir écouler leur stock de chocolat, on s'est dit, OK, on va acheter des chocolats à nos chocolatiers clients pour les faire travailler. Et on va offrir ces chocolats dans les EHPAD au personnel soignant parce qu'ils ont besoin de réconfort. Et vous voyez, quand on fait ça, moi, je suis assez fière d'être au Crédit Agricole sur le territoire. C'est des occasions, finalement, de pouvoir... Voilà, quand je disais donner des preuves de notre différence, c'est ce qu'on a fait. Et donc, c'est surtout ça que je retiens sur cette période de Covid. Très bien. Ben, écoutez, là aussi, vous avez un moment qui est un moment très, très positif et d'un ancrage. Ce que vous dites est bien sûr important. Peut-être qu'on le vit aussi à Excelia parce qu'on est une école dans son territoire. Naturellement, on a sur nos 4000, 4500 étudiants, on en a qui viennent du monde entier, il y en a qui sont dans le monde entier. Mais il reste qu'on a nos territoires, alors qu'ils sont aujourd'hui un peu élargis, puisqu'on est également présent à Tours et Orléans, mais notre territoire d'origine, c'est celui de La Rochelle. Donc, ce que vous dites est tout à fait important. Christophe, vous avez le sentiment que dans cette incroyable flexibilité nécessaire, tout à l'heure, vous preniez l'exemple des coiffeurs, j'ouvre pas, les médecins, j'ouvre pas, je passe par Doctolib ou bien finalement je vais chez eux. Non mais attendez là, comment on fait pour continuer à travailler alors que finalement le monde passe par une autre des péripéties de cette nature-là de manière aussi ample et aussi rapide. Ça doit être, c'est compliqué à gérer. Alors l'agilité, on est tous dedans naturellement, mais là c'est pas de l'agilité qu'il vous faut. Il faut être le guépard en même temps que l'éléphant. Oui, alors l'agilité, on l'avait déjà naturellement. C'est sûr que là, il a fallu tenir plus compte de l'actualité, regarder ce qui était ouvert, ce qui n'était pas ouvert, les gens qui étaient… Et puis avoir aussi plus de retours de la part de nos équipes. C'est eux qui pouvaient nous dire, là on a des cibles qui ne répondent pas, ou là on a des cibles qui répondent mais qui sont pas très motivées, pas très à l'écoute, qui sont préoccupées par quelque chose.
et donc d'être agile vis-à-vis de nos équipes aussi, d'être en mesure d'avoir des remontées de leur part, et dès qu'on avait un échantillon suffisamment représentatif, de dire bon bah on arrête, c'est pas le moment d'aller chercher ces cibles-là, et d'informer nos clients en disant bah on est en train d'arrêter parce que c'est pas le moment, parce que ou ils étaient à l'arrêt et il se passait rien, ou ils étaient juste débordés. Ouais, bien sûr, c'est compréhensible. Imed, ce serait loin de moi l'idée de dire que c'est du côté des chercheurs que se trouve la conclusion de ces échanges. Vous faites partie de la maison un peu plus que tous les autres. Donc, qu'est-ce que vous en retirez de ces moments de rencontres très pratiques, très précis? Il y a un bel avenir qui s'ouvre pour la réflexion, n'est-ce pas? Mais ce sera aussi de la sociologie. Hein. Ce que j'allais dire, c'est indéniablement, c'est l'essence même de sciences du management, des sciences sociales de façon générale, c'est d'étudier la réalité, d'étudier le comportement des gens, quel que soit le contexte. Si on parle d'agilité organisationnelle, on est clairement dans le management. Si on parle de comportement de consommateur, on est dans le marketing. Aussi, il y a aussi la dimension financière et forcément ressources humaines. Et la principale différence, notamment avec les sciences dures, si on peut les appeler ainsi, c'est la capacité des sciences molles à être suffisamment souple pour embrasser la réalité telle qu'elle est. C'est-à-dire qu'on ne soit plus dans une logique d'imposer des théories, mais davantage d'être sur une logique des théories qui sont assez fidèles à la réalité. Et l'objectif de ce type de réunion, je pense que c'est apporter à la fois davantage de proximité entre le monde académique et le monde professionnel, forcément, et surtout un échange d'expériences qui, j'espère en tout cas, sera d'une grande valeur ajoutée pour les différentes parties prenantes. Ça, c'est ce que je retiens et j'espère que mes collègues qui ont partagé la table ronde d'aujourd'hui aussi ont le même avis et le même ressenti. Très bien, écoutez, merci infiniment à vous. On arrive vers la fin. Bon, on a beaucoup échangé et c'est à peu près l'heure aujourd'hui. J'espère avoir été ni trop chef de gare avec une casquette, même si j'ai quelques étoiles, trop brutale pour vous pousser les uns et les autres à rester dans le timing. On ne va pas donner la parole à notre audience, notre auditoire, parce qu'on est un peu au-delà et j'espère m'être fait le porte-parole de ceux qui avaient beaucoup d'interrogations sur le sujet. Merci infiniment à vous, c'était tout à fait riche. La variété de ce que vous nous avez apporté était extrêmement stimulante, mais à côté de cela, moi j'en retiens que vous avez toutes sortes d'indications qui sont d'indications convergentes. Alors elles sont convergentes, mais vous êtes dans des secteurs qui sont bien différents, mais vous êtes convergents aussi parce que vous êtes dans des entreprises comme Excelia, dans une certaine mesure, est une entreprise. Et quand on est dans ces organisations et qu'on a géré des communautés en interne et des communautés de clients, eh bien, on doit absolument toujours aller de l'avant, franchir les plus grands fossés quand on en voit et atteler son char à une étoile, comme disait Lincoln, hitch your wagon to a star, c'est finalement le meilleur moyen d'aller de l'avant. Merci infiniment et vous serez naturellement invité, peut-être pas comme participant, mais en tout cas comme auditoire, lorsque on fêtera avec une bouteille les prochains regards croisés quand, on l'espère, la pandémie sera achevée. Merci à vous, c'était magnifique. Merci. Merci beaucoup, bonne soirée. Ciao. Au revoir.